Je dirais que le travail de Relais Femmes est multiforme. On ne peut pas dire que c'est un modèle de projet, mais on peut dire qu'on a un modèle de façon de faire notre travail. Et ce modèle-là, il s'appuie sur la recherche en partenariat, sur le fait, une reconnaissance profonde que les chercheurs ont à apporter au milieu et que le milieu a à apporter aux chercheurs. Une conviction aussi que tout le monde a des connaissances et du savoir à partager et qu'on doit mettre tout le monde à contribution dans un projet en partenariat. Une conviction aussi que c'est pas tout de faire de la diffusion de résultats de recherche. Il faut aussi accompagner ces nouvelles connaissances-là si on veut qu'ils prennent ancrage dans la pratique. Chez nous, maintenant, on va parler de recherche, recherche-action, réalisation du projet de recherche, diffusion des résultats, mais aussi transformation en formation et accompagnement de cette nouvelle connaissance-là à l'intérieur des pratiques des groupes. Donc, ça fait comme un cycle plus complexe, plus important, mais qui donne vraiment, qui fait la différence. Quand on peut accompagner, réfléchir avec les groupes pour se dire comment on peut transformer nos pratiques pour inclure les résultats de recherche, ça nous permet d'aller plus loin. Ça permet vraiment à la connaissance de prendre toute sa place dans les groupes. C'est exigeant pour les chercheurs qui s'associent dans ce type de recherche-là. Elle est riche, elle est efficace au sens où elle donne des effets, elle transforme les pratiques, mais elle est peu reconnue dans le monde universitaire, elle est peu reconnue dans les CV et dans l'évaluation des dossiers académiques. Tant qu'on ne valorisera pas au sein de l'institution universitaire ce type de recherche-là, ça va rester très difficile aux chercheurs de maintenir ces pratiques-là et de les complexifier un peu comme nous autres, on le fait avec la formation accompagnement. La participation des membres, en l'occurrence chez nous, des femmes, des groupes, elle doit se faire à toutes les étapes du projet. Et pas juste au moment où on définit la problématique, mais dans les choix de métaux, éventuellement, j'ai vu des projets où dans la collecte d'informations, la collecte de données, les participants sont mis à contribution et dans l'analyse. C'est pas parce qu'on est terrain qu'on n'a pas une capacité de porter un jugement sur l'analyse. Les étudiantes sont importantes dans l'ensemble de ces démarches-là. Des étudiantes qui ont passé à travers un processus de recherche en partenariat sont des multiplicatrices dans leur futur milieu, sont de meilleures travailleuses quand elles arrivent dans les groupes communautaires qui impliquent la recherche et elles sont aussi des vecteurs pour la valorisation de la recherche en partenariat. Ce type de recherche-là a tendance à se répandre dans plusieurs organisations, y compris dans les organisations publiques où on a des volets recherche. Je pense que quand les chercheurs et les partenaires s'engagent dans un projet, pour que ça fonctionne, il faut l'inscrire dans la durée. Si on pense que les choses vont se faire très rapidement, je pense que ça va être décevant en fait pour les deux parties parce que travailler dans un contexte de recherche partenariale, c'est pas comme avoir demandé à un consultant, par exemple, de réaliser une étude ou une enquête pour nous. Comme partenaire, on s'engage dans une recherche partenariale, donc à travailler ensemble, c'est ce que ça veut dire. Dans les rôles respectifs entre les partenaires et le chercheur, c'est sûr que pour la définition de la problématique de recherche, le chercheur a une contribution importante, je dirais, est en leadership dans cette partie-là, tout comme pour la méthodologie aussi de recherche. Les partenaires sont toujours invités à participer, mais en général, dans ce processus-là, les partenaires se sentent un petit peu moins impliqués puis laissent le leadership aux chercheurs.
Quand on arrive à des activités de transfert, donc identifier qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le dire, alors là, il faut que les partenaires prennent le leadership et que le chercheur accepte aussi que dans cette partie du transfert, c'est le partenaire qui va être plus à même de savoir quel outil il faut développer, quelle activité il faut réaliser. Et ce jeu, je dirais, de leadership qui doit passer de un à l'autre, bien, les deux partenaires doivent aussi l'accepter pour que le projet de recherche partenariale soit partenarial, en fait, du début jusqu'à la fin. Ça donne une rigueur, je dirais, une autre rigueur, une rigueur différente, si on peut dire, à celle qu'on peut avoir dans nos projets à l'interne. Ça amène aussi un œil et des connaissances externes qui nous aident à parfois mieux comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe et ça nous permet donc d'avancer, de voir d'autres pistes d'action. C'est sûr que quand l'outil est le résultat d'une recherche partenariale, donc avec la présence de chercheurs, il y a une crédibilité qui est davantage là, je dirais, que quand on fait les choses à l'interne. Les étudiants qui sont assistants de recherche sont très importants dans toutes les recherches qu'on a faites. Je pense à une en particulier où il fallait remonter dans la documentation. Donc, ça a été vraiment un travail d'archéologie, je dirais, même si ce n'était pas un projet d'archéologie, pour remonter et systématiser toute l'information pour nous permettre là, de faire la recherche. L'échange qu'on a avec eux, leurs questions, les commentaires, c'est aussi très, très enrichissant parce que ça amène un point de vue externe, un point de vue neuf et c'est indispensable là, dans les travaux de recherche qu'on a fait. On a toujours eu cette contribution. Dans notre milieu, on est vraiment chanceux parce qu'on a une longue histoire de mobilisation et d'implication dans la recherche. Donc, on est rendu à un moment où les personnes vivant avec le VIH ne sont plus seulement des participants. On va plus loin. On a une pyramide d'implication qu'on appelle la pyramide du principe JIPA, qui est le principe de plus grande implication des personnes vivant avec le VIH et d'implication significative surtout. Et dans cette pyramide, ça montre que les participants doivent être présents à toutes les étapes. Donc, c'est sûr que c'est l'auditoire cible du projet de recherche, mais ça doit être aussi des personnes qui vont être porte-parole du projet de recherche, qui vont exécuter des parties du projet de recherche, qui vont prendre des décisions en ce qui concerne le projet de recherche. Donc, on a déjà des personnes qui sont très, très impliquées, qui ont développé de grandes habiletés de recherche et qui peuvent participer à plusieurs niveaux. Mais c'est sûr qu'on est toujours en processus où on essaye d'impliquer de nouvelles personnes et des personnes qui peut-être n'ont pas des habiletés de recherche très développées, mais qui représentent une expérience vécue qui est indispensable dans un projet de recherche et qui vraiment est importante d'inclure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des formations pour qu'ils acquièrent ces habiletés qui peuvent leur manquer, pour qu'ils participent de façon active dans des projets de recherche. Donc, on les implique par exemple comme des pairs chercheurs ou des pairs associés de recherche. Donc, ils vont participer à la collecte de données par exemple et on va leur offrir une petite formation en collecte de données quantitatives ou qualitatives et ils vont participer après être passés à travers cette formation. Mais si on les fait participer de façon active et de façon significative, ça veut dire aussi, et c'est très important, qu'il y a une compensation équitable de leur temps, en termes d'argent notamment. Donc la compensation financière, c'est très, très important. Et la plupart des bailleurs de recherche reconnaissent l'importance de compenser financièrement les participants actifs du milieu communautaire. On essaye de leurrer les étudiants pour qu'ils participent le plus possible à notre vie de recherche communautaire, c'est-à-dire qu'ils viennent chez nous, ils ont une expérience de participer dans des projets de recherche où la communauté est impliquée significativement. Et on l'espère que dans le futur, ces étudiants qui vont devenir des chercheurs vont avoir été sensibilisés à l'importance de ces projets de recherche avec une participation équitable du milieu communautaire et vont pouvoir nous amener dans de nouvelles directions en recherche, puis renouveler un peu notre bassin de personnes qui vont travailler avec nous.
Je trouve que les étudiants amènent souvent des questionnements puis des perspectives qui sont novatrices parce qu'on a tendance quand même à travailler un peu en vase clos avec des chercheurs qui sont très impliqués, mais qui sont souvent en nombre un peu limité parce que la recherche communautaire n'intéresse pas tous les chercheurs. Et on travaille souvent avec des gens du milieu communautaire qui sont très impliqués en recherche, mais c'est toujours un peu difficile d'avoir du sang neuf. Donc, je trouve que des étudiants apportent de nouvelles perspectives. Puis, on a de la chance d'avoir des étudiants qui émergent du milieu communautaire également, donc des intervenants qui ont travaillé depuis plusieurs années dans des organismes membres de la COCSIDA, par exemple, ou à la COCSIDA même, et qui décident de faire un diplôme de maîtrise ou un diplôme de doctorat. Donc, ils apportent avec eux tout le bagage de leur expérience communautaire, puis ils peuvent nous proposer ou participer à des recherches qui sont extrêmement intéressantes pour nous. Pour moi, les chercheurs, c'est le petit grain de sel qui fait qu'on va un peu plus loin et que c'est un peu plus intéressant de manger notre petit plat de recherche. Le processus dans une recherche partenariale, nous, on utilise beaucoup le croisement des savoirs, la recherche participative, mais il faut faire confiance aux participants, justement, de savoir qu'est-ce qui va émerger de là, de juste lancer une question puis de faire confiance qu'il va y avoir quelque chose qui va émerger de là, c'est sûr. Parce que là, on met à la fois la connaissance des praticiens terrain, à la fois la connaissance des universitaires, puis à la fois la connaissance des personnes qui sont en situation de pauvreté, dans notre cas, là, parce que nous, on travaille d'abord avec les personnes en situation de pauvreté. Et c'est sûr que quand on met tout ça ensemble, il va y avoir quelque chose qui va émerger de tout ça. Et je crois que les chercheurs ont de la difficulté à lâcher prise sur leur propre savoir. C'est-à-dire que comment ils peuvent faire pour lâcher prise dans une recherche où ce que d'habitude, c'est eux qui ont le contrôle. Ils ont le contrôle de quel genre de questions qu'ils vont poser, à peu près qu'est-ce qui va sortir de là, comment ils vont l'analyser. Quand on demande aux chercheurs de lâcher ça, dans le fond, de faire confiance que nous, les praticiens, on sait quel genre de questions et comment qu'est-ce qui va émerger de ces réponses-là. Donc, là, c'est plus eux qui ont le contrôle des questions. Puis aussi, dans l'analyse, nous, on demande souvent que les personnes en situation de pauvreté puissent faire un bout d'analyse avec les chercheurs. Et là, ça, des fois, c'est paniquant pour les chercheurs parce qu'en plus, là, ils perdent tout contrôle. Le mot-clé, c'est vraiment l'ouverture. Si on n'est pas ouvert, c'est difficile. Il faut aussi que le chercheur soit prêt à faire son rôle de chercheur. Tu sais, on a chacun nos rôles. Je pense que c'est important qu'on respecte ce rôle-là puis qu'on ne soit pas gêné de le faire non plus. Tu sais. Le chercheur a toute l'expérience académique derrière la cravate. Puis en plus, ils ont souvent fait des recherches qui ont donné des résultats puis de ramener ces résultats-là. Souvent, il va y avoir un gros travail au niveau de la vulgarisation de l'ensemble du processus, c'est-à-dire que on n'utilise pas le même vocabulaire ou le vocabulaire qu'on utilise ne veut pas dire la même affaire. Il y a certains chercheurs qui sont beaucoup encore dans leur concept à eux, tu sais, dans qu'est-ce qu'ils étudient, puis ils ont la difficulté à le vulgariser ou à le rendre accessible, en tout cas pour les praticiens. En tout cas, moi, souvent, dans certaines rencontres, je suis complètement déconnectée. J'ai rien compris de ce qui se passe dans la rencontre parce que j'ai 3-4 concepts qui ont sorti ou 3-4 auteurs qui ont nommé. Donc là, souvent, les étudiants vont réussir à nous le résumer rapidement parce qu'eux, c'est frais dans leur tête, puis ils ont, comme c'est des concepts compliqués, puis qu'ils embarquent dans ces concepts-là, mais souvent, ils ont réussi à le résumer de façon assez vulgarisée dans leur tête pour le comprendre. Je pense que c'est aussi comprendre, être ouvert, accepter de comprendre l'autre, puis d'accepter de suivre un processus, puis de faire confiance au processus aussi. Puis dans le spectre de la recherche partenariale, c'est assez large. On peut avoir l'aspect plus consultation qui s'éloigne de la co-construction jusqu'à un processus qui est vraiment très, très près de la co-construction. Ce que j'explique souvent en début de projet, autant au groupe qu'aux professeurs, aux chercheurs, je vais dire, je ne suis pas là pour protéger le professeur, je ne suis pas là pour protéger le groupe, je suis là pour protéger le partenariat. Notre rôle, puis je dis souvent aux gens, si vous savez bien m'utiliser, vous allez me trouver utile. Autrement, quand on ne comprend pas bien le rôle de l'agent, on se demande, ouais, mais pourquoi tu es là? Nous, on pourrait travailler ensemble, puis ça fonctionnerait. On n'est pas les seuls garants du succès, mais on est des facilitateurs. Et c'est par la pratique qu'on réalise l'utilité d'avoir une personne qui est là pour te décharger
souvent j'explique que ça décharge les gens de peut-être certaines charges émotives qu'on peut rencontrer pendant une recherche partenariale. Parce qu'alors que si tu as des enjeux, si tu as un doute, bien, il y a quelqu'un qui peut y répondre. Au lieu d'avoir des fois l'espèce de rapport d'autorité, l'espèce une espèce de rapport d'autorité ou de sentiment que j'ose pas demander, oui, mais je suis redevable. Mais nous, on est là, on fait un peu la zone tampon. Si un groupe m'appelle puisqu'il y a un questionnement, c'est pas un désaveu par rapport aux chercheurs. Au contraire, c'est juste de dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour me répondre. Ça permet en fait d'avoir plus de clarté. Et moi, si je vois qu'il y a un enjeu ou qu'il y a un questionnement, ça me donne un indice, il y a quelque chose de pas clair. Donc, à la prochaine réunion, moi, je vais la rapporter à l'ordre du jour. La particularité d'un agent de développement, c'est qu'il est là pour faire un appui, entre autres, administratif, oui, parce qu'on part de la prémisse que faire de la recherche en partenariat, ça prend plus de temps. C'est plus long, ça demande plus de rencontres, ça demande plus de temps de toutes les parties. Donc, on est un peu là pour alléger le processus, le rendre plus fluide, mais on est aussi dans la réflexion stratégique. On est aussi là pour réfléchir à où on peut amener le projet, comment est-ce qu'on peut le rendre encore plus fluide, comment on peut approfondir une problématique, suggérer des méthodologies. Dans certains cas, il y a des projets de recherche où on commençait dans le spectre de la recherche partenariale avec quelque chose de très plus consultation, où les gens n'osent pas trop se mouiller. Puis des fois, l'agent de développement, avec un peu d'expérience, finit par savoir un peu jusqu'où les gens sont capables d'aller. Puis il y a un projet qui devait être très traditionnel, on va dire, ou plus classique. Bien, nous, des fois, on peut suggérer, avez-vous pensé faire de la co-analyse? Vous avez, par exemple, le groupe sur le terrain, une connaissance vraiment approfondie du sujet. Bien, pourquoi pas essayer de l'intégrer pour que l'analyse se fasse avec eux? Et là, nous, des fois, on fait aussi un accompagnement pour conforter, si vous voulez, là, un peu les gens qui s'embarquent là-dedans, qui se sentent un peu insécures. Bien, c'est un rôle que l'agent de développement peut jouer aussi. Des fois, un projet de recherche qui commence avec seulement un groupe, on est capable de voir la portée peut-être plus large que tel projet peut avoir. Donc, nous, on peut réfléchir, on peut avoir l'idée, par exemple, de mettre en réseau certains individus, certains groupes qui autrement ne se seraient pas connus pour faire vivre différemment un projet de recherche. Ce que j'ai trouvé dans certains cas, c'est que les étudiants, parfois, ils jouent, eux aussi, peuvent jouer un rôle de médiateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas parlé beaucoup. Bien, c'est comme si c'était pas encore éloigné du terrain, qu'ils ne sont pas nécessairement encore plongés dans le monde académique. Donc, les préoccupations du groupe, c'est comme s'il peut y avoir une autre résonance pour eux, mais en même temps, ils comprennent bien le discours du chercheur. Et je trouve qu'à certains égards, les étudiants ils jouent un rôle plus important qu'ils peuvent penser. Ils ne sont pas juste en situation d'apprentissage, ils peuvent aussi contribuer à intervenir dans la médiation. Le chercheur ou la chercheure, à mon avis, doit être capable de rencontrer la différence. C'est pas parce qu'il y a des chercheurs qui n'ont pas d'expérience, mais c'est pas grave, ils saisissent qu'il y a une différence et ils l'acceptent. Il doit être intéressé par une problématique qui n'est pas de recherche fondamentale, mais qui est une recherche relativement appliquée, presque tout le temps. C'est de la recherche appliquée, donc il faut que c'est cette curiosité. Et la curiosité, souvent, pour des problématiques qui sont en émergence. Il n'y a pas une grande assise de la littérature. Accepter d'aller voir ce qu'on appelle à l'université la littérature grise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de la littérature publiée dans des périodiques scientifiques, mais qui apporte beaucoup de connaissances. Ne jamais non plus perdre sa rigueur scientifique. Parfois, j'ai vu des chercheurs qui, par presque compassion, ou ils ne savent plus trop s'ils doivent rester rigoureux. Et là, moi, je reste vigilante. Oui, on doit rester rigoureux scientifiquement, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas rigoureux que de co-construire. D'abord, que nos repères scientifiques, de rigueur scientifique, sont toujours présents. Il doit être ouvert aussi aux connaissances de ses partenaires sociaux. Parce que c'est des praticiens, des praticiennes, et il y a une connaissance vraiment énorme. Et la preuve, c'est que les groupes qui continuent à exister, c'est parce qu'ils ont vraiment des connaissances qu'ils sont capables d'appliquer, là. Donc, c'est cette souplesse et en conservant son statut de chercheur avec sa rigueur scientifique et éthique aussi. Il est responsable pas mal de l'éthique de la recherche aussi. Par rapport aux groupes partenaires, ce que je vais soutenir fortement, c'est leur présence, qu'ils disent qu'ils partagent leurs connaissances. Ça fait vraiment des équipes dynamiques.
Des fois, il y a certains groupes qui demeurent encore impressionnés par un professeur, le statut de professeur, et je dois vraiment les encourager à prendre leur place, dans le fond. J'aime bien quand les groupes ils ont quand même une certaine connaissance de leur force, ou en tout cas, qui sont prêts à manifester et faire émerger leur connaissance. Il y a un partage de pouvoir, mais comme je disais un peu précédemment, déjà dans la construction du devis de recherche, comme on définit les rôles de chacun, déjà on aborde un petit peu ce partage de pouvoir et responsabilité. Et on définit même la couleur que ça prendra. Est-ce que ça va être co-construction, co-développement? Est-ce que ça va être plutôt une étude où la posture du groupe fait en sorte qu'il ne doit pas se mêler trop de l'analyse pour pas que, lors de la production du rapport, le rapport soit taxé d'avoir été biaisé par la présence du groupe. Le groupe doit dire ce qu'il a besoin, doit dire je ne suis pas à l'aise avec la voie qu'a pris la recherche, est-ce qu'on peut en rediscuter avant que ça aille trop loin? Alors, le comité d'encadrement, encore là, c'est vraiment un outil extraordinaire parce qu'on peut se rencontrer, on se rencontre en cours de route. Donc, s'il y a des dérives légères, on peut en rediscuter, et on doit en rediscuter, en fait, et prendre une décision en commun, toujours en respectant la rigueur scientifique, puis toujours en entendant aussi qu'est-ce que le groupe a à dire. De plus en plus, et c'est vraiment intéressant, les groupes sont partie intégrante de l'équipe de recherche. Et on fait intervenir la co-construction des connaissances. Pour moi, c'est une des meilleures façons pour l'appropriation des connaissances. Il faut qu'à la base, les gens auprès de qui on interviendrait, s'approprient les connaissances. C'est ce qui fait qu'à des allers-retours entre ces gens et les chercheurs, il est presque sûr que les interventions vont être les plus adaptées.